Alors, livre suivant, on va dire plus théorique et plus sérieux, quoique, est très important, édité celui-là par Contre-Culture, qui est La légende noire du Moyen-Âge de notre camarade et auteur Claire Colomby. Claire Colomby qui est, avec Marion Sigaud, une de nos deux historiennes de combat. Hein. Marion Sigaud est spécialiste du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, et Claire Colomby est spécialiste du Moyen-Âge. Alors l'intérêt de son livre, La légende noire du Moyen-Âge, 5 siècles de falsification, c'est le sous-titre, il faut bien comprendre que pour comprendre que les Lumières ne sont pas forcément les Lumières et que toute cette modernité de ce qu'on appelle la démocratie, les droits de l'homme, qui est ce que j'ai bien appelé la démocratie de marché et d'opinion, pour pouvoir magnifier cette période qui est notre période, on va dire, contemporaine, période moderne et contemporaine, il fallait préalablement diaboliser la période antérieure qui était le Moyen-Âge. Et que cette diabolisation du Moyen-Âge a été un travail tellement constant, tellement appuyé que n'importe quel citoyen français qui ne s'est pas penché sérieusement sur la question valide malgré lui tout le roman noir du Moyen-Âge, à savoir que c'est une époque obscurantiste et parce que monarchique et catholique. Le Moyen-Âge, c'est l'époque où les gens étaient racistes, homophobes, sexistes, et ils brûlaient les gens sur le bûcher. Bref, l'horreur. Et qu'évidemment, nous sommes sortis de cette époque par ce qu'on appelle la Renaissance, qui a amené les Lumières, et cette Renaissance serait, à contrario, la redécouverte de la philosophie grecque contre l'obscurantisme scolastique catholique. Pour comprendre toute cette espèce de dichotomie mensongère, rappelons-nous de cet excellent film, mais totalement film de propagande mensonger, Le nom de la rose, lui-même adapté de ce très bon roman, mais roman entièrement mensonger dans ses fondamentaux, de l'assez suspect Umberto Eco. Mon histoire se passe dans une abbaye bénédictine habitée par de moines qui viennent de toute l'Europe, il y a seulement peu d'Italiennes, et qui vit encore dans un milieu qui n'est pas le milieu de villes marchandes qui sont déjà en train de fleurir en Italie. Donc c'est encore un Moyen-Âge un peu arriéré. En fait, Umberto Eco ne faisait que reprendre dans ce livre toute la fausse histoire du Moyen-Âge qui nous est décrite et apprise par Jules Michelet, qui en fait n'est pas un historien, ne l'a jamais été, mais est pris pour un historien alors qu'il est un idéologue de combat laïcard, républicain, dont pratiquement toutes les récits historiques sont des inventions et des mensonges. Pendant le Moyen-Âge, 1 million de sorcières ont été brûlées par l'Inquisition. C'est ce que tout le monde dit, moi c'est ce que j'ai toujours entendu. Alors, la chasse aux sorcières est un phénomène qui a suivi le schisme protestant. C'est-à-dire que la chasse aux sorcières est un phénomène de la Renaissance. La Renaissance, c'est après le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'a pas brûlé de sorcières. L'Inquisition, c'est un tribunal ecclésiastique, c'est un tribunal de l'Église. D'accord ? Bon. Donc déjà, en pays protestants, c'est-à-dire en Allemagne, en Suisse, et dans les pays du Nord, les pays scandinaves, qui ont brûlé des sorcières, il n'y avait pas d'inquisition. Donc l'intérêt de ce livre, c'est tout simplement d'essayer de nous dire, en historien sérieux, ce qu'était le Moyen-Âge. Hein. Les gens sont persuadés que le Moyen-Âge, à la limite, c'est l'obscurantisme d'une certaine architecture, à la limite romane, des monastères obscurs, période de rigidité catholique et d'inquisition, qui interdit la pensée libre, la raison, la médecine, etc., qui croit que la Terre est plate. Maître Galilée, en ma qualité de grand inquisiteur désigné pour lutter contre l'erreur et la dépravation, j'ai été chargé par le Très Saint-Père de vous interroger sur les crimes et délits que vous avez commis contre la religion et la Sainte Église. Je n'ai commis aucun délit ni aucun crime contre la religion ni contre l'Église. C'est ce que nous verrons. Toutes ces conneries sont fausses. Il ne faut pas oublier que ce qui symbolise d'abord le Moyen-Âge, c'est déjà une chose, c'est le gothique flamboyant, hein, c'est-à-dire les cathédrales, les plus belles expressions architecturales qu'ait jamais pondu l'Europe, hein, le gothique flamboyant, c'est le Moyen-Âge. La cathédrale n'est pas un symbole du passé, mais la réalité matérielle d'une incroyable révolution technologique qui a conduit ces bâtisseurs à pousser la matière à ses limites. Ils voulaient créer des monuments pour l'éternité, nous laissant ainsi le plus beau témoignage de leur humanité. Et sur le plan du savoir, comprendre que la pensée grecque
est totalement, non seulement apprise et connue par les abbayes, c'est-à-dire par les moines et les religieux, et que surtout la pensée catholique est toujours articulée, de saint Augustin à saint Thomas d'Aquin, c'est une articulation de foi et de raison. Le culte des lettres n'a jamais été incompatible avec la religion, saint Jérôme et saint Augustin l'ont prouvé. L'homme d'esprit mûr, qui sait ce qui est dû à Jupiter l'adultère, à Mercure l'entremetteur, à Mars l'assassin, à la fileuse Minerve, et d'autre part à Marie la Vierge Mère et à son Fils notre Rédempteur, vrai Dieu et vrai homme. Cette dernière phrase peut servir d'exergue à toute la culture médiévale. Savant et subtil mélange de traditions celtes et germaniques, de culture latine et de savoir grec, eux-mêmes hérités d'autres cultures plus anciennes, le tout assimilé, compilé, transmis et digéré au fil des décennies. Une montagne de connaissances et de culture, toujours éclairée par la lumière des évangiles et de la foi chrétienne. Il n'y a jamais eu d'anti-grécisme du Moyen-Âge, et la Renaissance n'est pas une redécouverte, comment dirais-je, de la pensée grecque. Hein. C'était constant durant tout le Moyen-Âge. Autre petite remarque aussi, les récentistes en viennent à nier le Moyen-Âge parce que c'est une période de stabilité qui a duré 1000 ans. Et effectivement, ce qui rend suspect cette période pour eux, c'est que c'est une période de calme. En réalité, cette calme est basée sur le fait que c'est une période d'équilibre et d'harmonie à cause justement de cet équilibre pouvoir royal, pouvoir chrétien et d'un christianisme européen unifié sous la bannière unique du catholicisme, qui a donné la plus belle chose que la monarchie théocratique ait jamais produite, qui est le roi saint, Saint Louis. Saint Louis a donné la possibilité à ses sujets de faire appel à la justice du roi. C'est-à-dire, c'est un peu l'ancêtre de la cour d'appel. Voilà, de la présomption. Enfin, oui, la cour d'appel, exactement. Et d'ailleurs, il a institué la présomption d'innocence. Exactement, ça c'est quelque chose qui n'était pas le cas avant. Son peuple le considérait effectivement comme un saint, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer d'ailleurs. Mais il y a aussi ses ennemis qui le considéraient comme un saint. En croisade, par exemple, les musulmans qui étaient autour du roi de Tunis, on ne comprenait pas pourquoi ils ne le tuaient pas. Et le roi aura cette réponse assez incroyable. Il dit « Je ne peux pas tuer une aussi éminente personne ». Et même les Mongols le considéraient comme le plus éminent des rois chrétiens. C'est ça le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est le gothique flamboyant, Saint Louis, la transmission du savoir grec par les abbayes, hein, période de sérénité, de calme, alors qu'effectivement, à partir de la Renaissance, qui est en fait le démarrage du précapitalisme, on rentre dans l'hubris du mammonisme, hein, et le début du règne de l'argent. Hein, ça commence chez nous, si on veut trouver le marqueur, avec la vénalité des charges. La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps eu cours sous l'Ancien Régime, dans lequel les fonctions et charges sont attribuées contre paiement. En d'autres termes, la personne désirant occuper une charge doit s'acquitter pour cela d'une certaine somme d'argent. Ce système s'oppose à d'autres systèmes d'attribution des charges, notamment au mérite, à l'ancienneté, etc. L'hérédité des charges fut institutionnalisée par la Paulette, un impôt mis en place en 1604 et dont le paiement garantissait la transmission de la charge par succession ou par vente. Le début des Robins, le début de la noblesse de robe, le début du pouvoir de l'argent. Ça commence aussi effectivement avec la Réforme, c'est-à-dire la destruction de l'unité chrétienne sous la bannière catholique par la Réforme, le retour à l'Ancien Testament et la destruction progressive du message du Christ contenu dans les évangiles, hein, et qu'en réalité, les droits de l'homme ne sont jamais que la vitrine humaniste et très mensongère de la lente montée au pouvoir du mammonisme, hein, c'est-à-dire du pouvoir de l'argent qui amène la bourgeoisie et toutes ses arrogances, toutes ses lâchetés, toute son hypocrisie et tous ses mensonges. Et ce qui amène finalement à la Troisième République et à la démocratie actuelle et à Manuel Valls. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Pour être solide dans son argumentation, je dirais, idéologique et historique, il faut faire ce travail absolument nécessaire et fondamental, qui est après le travail de réhabilitation de la monarchie pré-révolutionnaire, qui effectivement était aussi l'histoire d'un roi arbitre et d'un roi social qui était là pour contrer les abus d'une certaine noblesse terrienne, et aussi d'essayer de freiner la montée
en fait de ce qu'on appelle les parlements, c'est-à-dire de la bourgeoisie en train de prendre le pouvoir définitivement à travers comment dirais-je, ce qui a été la noblesse de robe, et qu'après avoir fait cette réhabilitation du XVIIe et XVIIIe siècle par Marion Sigaud, et montrer la méchanceté effectivement de la bourgeoisie montante, et avec Voltaire, la diabolisation mensongère et systématique de l'Église protectrice des humbles, il faut continuer ce travail pour montrer que d'une certaine manière, l'âge d'or de ce que défend Marion Sigaud déjà au XVIIe et XVIIIe, c'est le Moyen-Âge dont nous parle Claire Colomby, effectivement période qu'on peut considérer comme l'âge d'or de l'Europe, l'âge d'or de la beauté, l'âge d'or de la paix sociale, qui sont ces 1000 ans de Moyen-Âge qui ont été volontairement décriés et salis par la propagande mensongère, effectivement, de ce qu'on appelle notre République. Nous sortons d'un âge barbare, la monarchie d'Ancien Régime, où l'on écartelait, on rouait. Rouer signifie attacher quelqu'un sur une roue et le battre à mort avec une barre de fer. La légende noire du Moyen-Âge, 5 siècles de falsification de Claire Colomby chez Contre-Culture,